24, 24 octobre. Je reprends un fil de conversation, je le reprends comme je peux. Fondamentalement, il est impossible de restituer une conversation et d'un point de vue de son contenu, mais aussi du point de vue de, ses, de son intensité ou de l'ambiance dans laquelle s'est déroulée la conversation. On peut faire une sorte de compte rendu, mais qui ne sera jamais satisfaisant. En tout cas, pour commencer cette prise de parole, je voudrais partir de quelque chose d'un peu global. Nous faisons, nous faisons partie d'une communauté humaine, une communauté d'humains. Et cette communauté d'abord fait partie des êtres vivants. Nous sommes des êtres vivants. Nous sommes dans une sorte d'état dans lequel nous sommes en relation directe et avec notre environnement. Nous dépendons de cet environnement. Nous avons de multiples échanges avec lui. D'abord, donc, c'est l'environnement physique. Après vient l'environnement humain, environnement social, environnement de toutes sortes. Cet environnement humain nous impose de nous trouver une place, de nous inscrire dedans. Comment être membre d'une communauté, de la communauté humaine, que ce soit dans sa conception la plus grande ou dans sa conception réduite, celle des nations et des subdivisions territoriales, linguistiques, etc. N'empêche que nous partageons les uns les autres les mêmes besoins et que nous soyons locuteurs d'une langue ou d'une autre, nous avons besoin de trouver réponse à nos questions auprès des autres. Nous avons besoin d'interagir, nous avons besoin de susciter l'intérêt, la collaboration, l'amitié, l'alliance de nos semblables. Cela ne change pas, nous avons besoin d'avoir près de nous des gens qui se lient à nous dans une relation permanente, solide et fructueuse. Nous sommes en envie de recevoir, mais aussi en envie de donner. Donc toujours dans cette image ou dans ce concept du don et du contre-don. Une relation de partage, une relation de circulation. Je te donne, tu me donnes, je te prête, tu me prêtes aussi, je te viens en aide, tu me viendras à mon aide si j'en ai besoin. Un échange qui peut concerner énormément de domaines. Ce n'est pas limité au domaine économique ou au domaine pécunier, c'est aussi le domaine moral, le soutien moral, l'aide à solutionner, à trouver des solutions aux divers problèmes qui nous assaillent. Nous sommes en grande partie formés de questions qui n'ont pas trouvé de réponse ou pas de réponse satisfaisante. Nous avons vraiment, nous traînons un lourd poids de toutes ces questions et de toutes ces
cette, ces, ces besoins d'éclaircissement. Nous avons besoin de comprendre les choses, comprendre notre rapport à ces choses et là aussi de nous trouver une place acceptable, une place convenable dans parmi les nôtres. Et nous avons besoin d'être utiles, de faire partie d'un collectif, de contribuer, de produire, de fournir des efforts, d'être utile à autrui. Nous avons besoin de faire en sorte que de recevoir certaines, comment dire, non pas rétribution, mais de recevoir des sortes de non pas des compensations, mais nous avons besoin d'être considérés pour ce que nous faisons, ce que nous donnons de nous-mêmes. Il y a peut-être un peu, quelquefois, nous devons sacrifier beaucoup de nous-mêmes au bénéfice d'une collectivité, qu'elle soit réduite ou très grande. Quelquefois, nous œuvrons plutôt pour le bien-être d'un clan, d'un petit groupe, et quelquefois nous aimons un peu œuvrer pour le bien-être d'une collectivité la plus grande possible. Nous aimerions disposer quelquefois une sorte d'intelligence, vraiment une capacité de compréhension, une capacité d'observation, une capacité de déduction, une capacité de maîtrise, une capacité de transmission, d'explication. Nous avons besoin de disposer d'un certain nombre de capacités pour pouvoir les mettre, pouvoir en faire bénéficier d'autres. Et nous sommes récompensés quand, de façon extraordinaire, quand nous faisons quelque chose qui va contre notre comment on appelle ça, contre cette tendance que nous avons à d'abord nous occuper de nous-mêmes. Nous devons trouver un équilibre et quelquefois nous devons aller au-delà de nos propres égoïsmes. Nous avons des individualités, nous avons des envies propres. Nous sommes par définition des êtres qui cherchent plutôt à protéger leur propre intérêt. Mais nous devons un peu aller contre nos impératifs, j'allais dire, biologiques premiers. Nous devons être plus que ce que pourraient nous dicter nos gènes ou notre schéma peut-être neuronal, quoique nous pourrions être aussi un groupe qui est tendance, comme les insectes sociaux, nous pourrions être un groupe social qui préfère d'abord, qui privilégie la collaboration, l'entraide, plutôt que la guerre et la confrontation. Nous avons quelquefois, nous créons des ennemis un peu comme ça, de façon volontaire. Oublions que nous avons des ennemis qui, eux, sont là et toujours là, prêts à se saisir de nous.
la mort, la maladie, la faiblesse, la nature. À ceux qui voudraient penser que la nature est gentille, je dis, faites l'expérience, allez voir. Faites le tour du monde, vous allez voir ce que la nature est capable de faire à l'homme. La nature, il faut la violer, il faut la violenter, il faut lui faire un peu... il faut l'obliger à nous donner. La nature, elle n'est pas là pour nous rendre service, elle n'est pas là, elle est là pour, je ne sais pas pour quelle raison, mais pas d'abord pour nous, êtres humains. Donc il faut qu'on la domine, il faut qu'on s'en rende maître. Cela a été la grande réalisation de toute l'humanité. Essayer de réduire un peu l'indifférence ou réduire un peu cet état, essayer de dominer cette chose qui est notre, c'est-à-dire essayer de nous donner les moyens de nous de ne pas tomber victime de maladies, de famine ou de fléaux naturels ou il y a une menace permanente qui pèse sur nous et nous sommes tous concernés par cette menace et nous devons travailler ensemble en tant qu'espèce humaine pour finalement nous permettre de trouver les parades et les actions à même de nous assurer une sorte de permanence. Nous devons protéger notre espèce pour qu'elle puisse durer. C'est notre espèce. Simplement, nous devons d'abord nous préoccuper d'elle en premier. Après, nous pourrons toujours avoir de la compassion, avoir de l'attention pour les autres êtres vivants, mais nous devons d'abord nous protéger. Et c'est chaque espèce protège d'abord sa communauté. Elle est d'abord, c'est comme ça, c'est ce qui est dans l'ordre des choses. Après, il est possible que nous puissions établir des relations avec certaines espèces, des relations un peu moins prédatrices, pour le dire. Voilà, savoir un peu nous limiter, quand nous sommes dans l'excès. Mais il y a des gens qui sont dans l'excès, d'autres qui ne le sont pas. Voilà la grande observation qu'on peut faire. Certaines personnes sont dans un environnement totalement hostile. On ne peut pas dire qu'il lui porte atteinte. L'environnement est plus fort qu'eux. Ils essayent de survivre malgré. Quelqu'un qui a connu une sécheresse, quelqu'un qui a vu sa récolte détruite par des insectes, quelqu'un qui a vu sa récolte emportée par les eaux, par un orage par exemple, quelqu'un qui a vu à quel point ce qu'il a est menacé, est en sursis. Quand vous commencez à perdre vos possessions, vous avez quelque chose, puis elle vous est arrachée, sans explication. Voilà, c'est la nature. C'est comme ça. Voilà, ça fait partie des choses qui arrivent. Donc, un peu globalement, c'est difficile c'est pas évident. Je ne dis pas que c'est impossible, c'est pas évident de tracer ou de dessiner un tableau d'ensemble de ce qui est. Évidemment, dans cette grande perspective, l'être humain, l'individu, a tendance plutôt un peu à se
tendance plutôt à se faire un peu petit, à se minorer ou à être minoré. Après tout, mon destin personnel à moi n'est pas important. N'est pas important. Il est important dans l'interaction qu'il a avec la communauté. Ma réussite ou mon échec dépend aussi de ce que je suis capable de mettre en place pour la communauté. Il se peut que je n'ai pas grand-chose à offrir qu'à part des questions, simplement. Des questions. À mon tour, je participe à la formulation ou à la reformulation des questions qui se posent depuis une éternité. À mon tour, je m'en saisis et j'essaie soit de les reformuler, soit d'y apporter un tout petit début de réponse. Voilà la petite contribution microscopique que je peux apporter au bien-être et de la collectivité, au bien-être de l'ensemble. Il est possible que quelquefois on a la capacité, je dis pas moi, je dis on a, quelqu'un d'autre sûrement, la capacité de tracer ou d'établir une sorte de synthèse. Cette synthèse qui prend en compte tous les éléments. Et tous les éléments qui font partie qui sont les composants de la totalité. Souvent dans ce monde où les gens se spécialisent, et quelquefois à outrance, on oublie quelquefois que le monde ne peut pas se gouverner par la fragmentation et la partialisation de ces éléments. Bien sûr, il faut que des gens soient affectés à certaines tâches, mais il ne faut pas qu'ils les oublient. Comme par exemple quelqu'un qui travaillerait dans un laboratoire militaire, il peut être obligé d'accepter de produire quelque chose qui le dérange, éthiquement parlant, mais il est possible. Voilà une question qui se pose. Bien entendu, dans ce tableau où on est les uns à nous combattre les uns contre les autres, il est évident qu'il y a la course aux armements. Il est évident que si un pays décide de ne pas avoir d'industrie militaire, de recherche orientée militaire, d'autres vont le faire. Si on a laissé de côté les armes bactériologiques, c'est peut-être qu'on a gardé quand même quelques éléments sous la main, on ne sait jamais, mais qu'on a cessé de pousser la recherche dans ce domaine-là, et qu'on a cessé peut-être la recherche aussi dans le domaine des armes chimiques, et qu'on s'est d'abord concentré sur les armes de destruction autres, comment dire, caloriques, ou je ne sais pas comment dire, ou explosifs. Il y a énormément d'armes autres que les chimiques et les bactériologiques, mais évidemment les armes, toutes sortes, comme on appelle ces bombes à effet de souffle, je ne sais pas si les bombes qui inspirent l'air par exemple, et qui évidemment, il y a toutes sortes déjà la latitude laissée aux militaires ou aux chercheurs est assez énorme. Ils ne se gênent pas pour produire et pour des choses très diverses, toutes destinées à tuer de l'humain
Voilà, pour une raison qui s'avère au fond, à la fin, qui s'avère non légitime. Très très rarement, une guerre trouve une raison d'être légitimée quelque temps après. On se rend compte, souvent en faisant un peu le bilan, que finalement ça a été une erreur, ça a été un crime d'avoir déclenché une guerre, d'avoir pris parti, de s'être engagé dans un conflit. Voilà. Donc, simplement, les situations issues de ce type de relation, si on peut appeler ça comme ça, sont des situations qui peuvent évoluer. Aucune puissance ne va rester au même niveau de puissance éternellement. Il suffit quelquefois de quelques décennies, voire un siècle, pour que cela s'inverse, que les puissants cèdent la place à des plus puissants qu'eux. La première puissance d'hier, c'est peut-être la deuxième puissance d'aujourd'hui, ou la troisième, ou la quatrième. Ça bouge. Et donc, les acquis d'une guerre, surtout quand on connaît la dangerosité des guerres actuelles, on peut se demander si ça valait le coup, vraiment, de, si ça a protégé, vraiment, si ça a participé au maintien de la puissance d'un État ou d'un autre. Souvent, ça se révèle contre-productif à bien des égards. En tout cas, c'est difficile de régler la question du bienfait, du malfait d'une guerre, d'un conflit. On ne peut pas régler des choses aussi graves comme ça en quelques phrases. Simplement, j'essaie de disparaître derrière les mots, de réduire ce que je suis, moi, personnellement. Moi, je suis vraiment à rien, à rien. Je suis simplement, je dirais pas un atome, mais pas plus qu'un atome quelque part. Mais un atome, si l'on peut dire, peut-être que je ne sais pas s'il y a une quantité déterminée de la matière et que finalement cette quantité, cette matière, elle est ce qu'elle est. Alors, cette matière, elle est que cette matière, allez, ne montre pas cette barbe. Et cette matière, elle est ce qu'elle est, et que finalement, rien ne s'ajoute à cette matière et rien ne peut en être retranché. Quand on, par exemple, on utilise une matière, finalement, on la réduit à ses composants. Mais finalement, d'un point de vue atomique ou d'un point de vue microscopique ou d'un point de vue nanométrique ou je ne sais pas, c'est toujours le même. Finalement, elle a été réduite à des fragments, mais finalement, les fragments, si on devait les réunir, on retrouverait la même densité, finalement le même poids de la matière mère. Et je ne sais pas comment le dire. Je suis un atome, mais on ne peut pas enlever un atome à l'univers. Peut-être la perte d'un seul atome pourrait modifier. J'exagère volontairement et en me comparant à un atome, et puis en tenant ce type de raisonnement, je suis plus qu'un atome, évidemment, mais ça ne va pas plus loin finalement. C'est pas très très loin. La capacité que nous avons à influer sur notre environnement est vraiment dépend de tellement de choses
quelquefois, par une action marginale, nous avons créé une sorte d'univers parallèle, une divergence, une discontinuité. Mais cette chose-là a touché l'histoire de quelques personnes. Quand moi, j'ai dit à quelqu'un qui voulait abandonner ses études par sorte de sentiment, comment dire, de ne pas être tout à fait bien, ben finalement j'ai insisté, la personne a continué. Elle a fini ce pourquoi elle s'est inscrite dans un processus d'apprentissage et de perfectionnement. Ben finalement, aujourd'hui, la vie qu'elle mène, elle est en relation avec cette prise de position, cette insistance de ma part à ce qu'elle continue et à ce qu'elle ne démissionne pas. Bien entendu, là, j'ai introduit une discontinuité. Bien entendu, je peux me tromper, je peux exagérer mon rôle, ça c'est évident, mais essayons de faire comme si mon rôle avait été déterminant à un moment donné. Mais en tout cas, il est possible que j'ai créé là les conditions de quelque chose de nouveau. Mais est-ce que cela, imaginons que, est-ce que cela va avoir une influence, à un moment donné, quelle est la limite ultime de mon action? Quelle est, finalement, elle va mourir comme un moment, une onde qu'on crée à la surface de l'eau. L'onde, elle est petite, puis elle va en s'agrandissant. C'est vrai que l'effet est assez amusant et assez un peu interrogeant. C'est vrai. C'est cette onde qui d'abord s'agrandit, puis qui peut-être, je ne sais plus, en tout cas ça fait longtemps que je n'ai pas fait l'expérience, je ne sais pas s'il va y avoir une autre série, d'abord une première onde, et puis des séries d'ondes, comme on parle pour les séismes, comme on parle des répliques. Est-ce qu'il y a des répliques quelque part, des ondes comme ça, je ne sais pas combien, à partir du lieu où a eu la frappe. En fait, finalement, à un moment, le point de départ, le point d'impact, le point de départ de l'onde. En tout cas, l'onde, parce que elle va s'étendre, mais quelquefois elle rencontre un obstacle. Et cet obstacle, on va dire, mais imaginons qu'il n'y ait pas d'obstacle, que l'onde peut aller très très loin, mais à un moment elle va s'affaiblir. Elle va s'affaiblir obligatoirement parce que la puissance qu'il a impulsée va s'atténuer. Plus l'onde s'agrandit, ou s'élargit, ou plus elle perd de sa capacité, et plus finalement elle s'essouffle, et donc voilà, donc le destin, on ne sait pas à partir jusqu'à quel point notre point de frappe va continuer notre intervention, notre action va continuer d'agir. Donc il est possible d'imaginer qu'une personne, quoi qu'on ne croit pas, fondamentalement nous avons une approche des êtres importants dans l'histoire, une approche un peu, quelque part, c'est une légende. On a fabriqué une légende, on a construit une personnalité, on a doté des gens de pouvoirs qu'ils n'avaient pas au moment où ils ont commencé leur action. Quelquefois, si c'est une sorte de recréation du personnage, et en surdimensionnant son importance, etc., etc. Quelquefois, l'intervention n'est qu'une sorte comment dire, quelque chose qui va permettre à plusieurs éléments de se coaguler et de se fusionner pour pouvoir donner naissance à quelque chose. Il y a un environnement propice. Il y a une sorte de terrain accueillant. Autrement,
sans cela, ça ne fonctionne pas. Peut y avoir, donc finalement, on peut imaginer que quelque part, qu'est-ce qu'on peut faire en fait finalement pour l'humanité? Pour revenir sur des choses plus concrètes, qu'est-ce que je peux faire pour l'humanité, moi, à ma place et à ma modeste place de cet endroit-là? Je ne vois pas ce que je peux faire. Concrètement, je ne vois pas. Ça me met spécialement, j'essaie de mettre en place une sorte de tableau avec les mots, une sorte de... J'ai fait une sorte de composition avec des mots, avec des thèmes, etc. Et j'essaie de la rendre intéressante pour d'autres. Quelque part, quelqu'un va pouvoir se retrouver dans mes mots. Mon état d'esprit va peut-être correspondre au sien, et peut-être que mes mots vont peut-être contribuer à lui permettre de mieux mettre, comment dire, de mettre ses propres mots en mots, ses propres questions, pouvoir un peu mieux poser ses propres questions. Je pose les miennes, donc quelque part, je fournis aussi un exemple qu'un autre peut emprunter. Voilà, d'une sorte de chaîne. Moi, on m'a appris à poser des questions, on m'a appris à parler, à mon tour, d'en faire profiter quelqu'un d'autre, si cela est possible. Toujours cela est dans une certaine, comment dire, c'est pas que je relativise, mais j'essaie de rester à ma place. À ma place, simplement, mais de ma place, je me permets de parler de choses les plus fondamentales. Je dirais que je peux avoir un mot à dire, moi, par exemple, simplement, sur l'intérêt de l'exploration spatiale. Quel est l'intérêt de dépenser tant d'argent, simplement de partir dans des programmes, bien entendu, sans peut-être certains de ces investissements, j'aurais pas eu à ma disposition l'Internet, et peut-être que l'Internet, sans les satellites, etc., etc. On peut dire que cela est lié à cela. Donc, il a fallu dépenser beaucoup. Alors, on peut dire, oui, l'armée a fourni du progrès, a permis à certaines choses de prendre forme. Parce que, à la base, il y avait un besoin de trouver des solutions à des situations compliquées dans les conflits. Et donc, on a fabriqué des outils. Et ces outils sont aujourd'hui à la disposition des populations civiles, mais à la base, c'est d'abord pour répondre à un besoin militaire. Et donc l'espace, l'investissement dans l'espace, ça peut servir aussi finalement un effet retour qui peut servir, mais l'investissement, quand on imagine les dégâts que peut causer une guerre, finalement le bénéfice n'est pas si énorme que ça, il n'y a pas d'équilibre. Une guerre s'est détruite énormément, l'espace coûte très 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 cher, il n'y a pas d'échelle pour mesurer les coûts qu'a coûté, qu'a nécessité l'exploration spatiale jusqu'à maintenant. Voilà, ça peut répondre à quelques questions. Est-ce que cela justifie l'excès de crédit? Je n'en sais rien. On a des questions qui peuvent paraître plus urgentes. Simplement, nous devons finalement travailler pour la construction de cette communauté humaine, et finalement trouver les moyens, soit de nous refabriquer génétiquement, c'est rien, dans ce sens-là, essayer de nous muter pour pouvoir finalement réduire cette part
de, d'hostilité, cette part d'égoïsme et cette part, ce côté qu'on a de vouloir d'abord les choses pour nous-mêmes et cette capacité que nous avons à nous rendre, à faire dans la méfiance et dans l'hostilité vis-à-vis des autres, hostilité qui peut se conclure par guerres, des guerres, euh, voilà. Simplement, comment euh, trouver un équilibre. Et nous avons souvent, il y avait dans les sociétés traditionnelles cette idée que la vie ne dure pas et que finalement il faut d'abord travailler pour sa vie future parce que c'est cette vie-là qui va durer. C'est la vie future, la vie ultime et dans l'au-delà c'est finalement la vie qui vaut le coup ça. Ici on est là quelque part pour mieux nous assurer une place, une bonne place dans l'au-delà. Nous devons un peu, comme si nous devions acquérir un capital pour mieux le faire fructifier dans l'au-delà. Mais souvent, nous passons notre temps plutôt à nous occuper des affaires de cette vie qui est quand même assez courte et nous essayons de nous octroyer le maximum de choses possibles au détriment de nos semblables. Nos semblables, nous les ignorons et eux-mêmes, finalement, c'est ça le problème pour lequel il n'y a pas de réponse, c'est tout le monde qui fait comme tout le monde. Nous sommes indifférents, quelquefois, nous sommes tous indifférents les uns vis-à-vis des autres. Ce n'est pas un défaut que partagerait ou une caractéristique que ne partageraient que les riches. C'est une composante commune à tout le monde. Quand nous pouvons saisir de quelque chose, nous le faisons. Nous ne nous gênons pas pour nous assurer le maximum de bien-être, quitte à ce que d'autres en souffrent en retour. Cela ne nous gêne pas tant que cela. Après, on a des moyens un petit peu de nous rattraper, de nous racheter. Nous faisons quelques efforts, en tout cas certains d'entre nous font des efforts pour un peu alléger leur conscience, pour apaiser pour apaiser cette conscience et pour alléger le poids de leur remords finalement. Voici comment faire partie de quelque chose et finalement on peut dire cette communauté elle s'en fiche un peu de certaines de ses composantes. Moi j'ai l'impression que la communauté humaine m'a oublié, m'a complètement proscrit, elle est indifférente. Comment continuer à y croire, comment continuer à la défendre, comment continuer à m'en réclamer alors qu'en fait, de facto, je suis en dehors d'elle. Je suis seul avec moi-même, évidemment avec la communauté, mais de façon indirecte, grâce à l'Internet, grâce à la radio, grâce à certains moyens, je suis quand même en contact. Mais finalement, c'est de façon très indirecte. Je suis au courant de la plupart des choses qui se passent. Je n'ignore rien de ce qui arrive à la communauté humaine et à toutes les autres communautés vivantes. Mais fondamentalement, je suis laissé à mon destin et je suis laissé à mes paroles, à mes questions et à tout cela. Seul, je navigue sur l'océan de la vie, seul, sur l'océan des mots,
seul, et seul, je vais, je vais à la rencontre de mon destin. Simplement seul. C'est pas quelque chose dont je puis me sentir fier. C'est vraiment une chose horrible, horrible. Je n'ai pas pu contribuer d'aucune manière au bien-être de sa communauté. Pourtant, je l'ai voulu. J'ai vraiment voulu cela très fort. Aider, aider, permettre de, de réduire un peu les fractures sociales, réduire les déséquilibres entre les gens, entre les classes, un peu créer des conditions de vie dignes, par la suite créer des passerelles entre les gens, entre les groupes, etc. Manière un peu de vrai, quelque part, et de chanter, et de me réclamer d'une seule communauté, contre tous ceux qui essaient de s'en différencier, ceux qui créent et qui pérennisent et qui militent pour l'indépendance, pour la, comment dire, pour la sortie, pour une sorte d'exclusive, un exclusive sur un territoire, sur une ressource, sur une région, alors que pour moi, la terre appartient à toute l'humanité, à toute la communauté humaine, et aussi la terre à d'autres habitants, à d'autres possesseurs qui sont aussi légitimes, bien entendu. La terre appartient à tout le monde, à l'espèce humaine, et appartient partout. Il devrait être chez nous, il ne devrait pas y avoir. Pourtant, ce sens du territoire, cette tendance à nous estimer les seuls maîtres d'un territoire, cela fait que finalement, les gens sont empêchés de se déplacer, empêchés d'être des citoyens de toute la terre. Ils sont citoyens d'une parcelle de la terre. Voilà, simplement donc être communauté humaine, terrien, les terriens, simplement. On est des terriens, on est des êtres vivants, on est une espèce qui a certaines spécificités, qui essaie de, tant quelquefois de façon un peu perplexante, qui fait une chose, puis fait son contraire, une communauté qui ne sait pas comment s'orienter de façon claire et définitive, une communauté qui en même temps justifie la violence et en même temps délégitime cette violence, une communauté qui en perpétuelle instabilité, questionnement, etc., doute, révision. On est insatisfait d'être ce que nous sommes. On est un peu gêné parce que nous sommes moins que ce que nous voudrions être. Nous sommes assez, finalement, quelquefois, nous sommes peu dignes de respect et de louange. Nous sommes vraiment de très peu estimables. Et nous voudrions mériter l'estime générale et surtout nous rendre cela permanent. Abolir un peu le conflit, la compétition et tout cela. Et même si certains pensent que cela est bénéfique, il est possible d'en penser le contraire. La compétition n'est pas une chose qu'il faut louer ou qu'il faut mettre en avant.
Ce n'est pas nécessaire de lutter les uns contre les autres pour pouvoir s'en sortir. Nous nous en sortons beaucoup mieux en mettant ensemble nos capacités, nos compétences et finalement là aussi nos mots, et nos perceptions, et nos intuitions, et nos sensations, et nos façons aussi de penser. Et même si nous sommes des milliards d'êtres humains, ben finalement chacun a une façon de voir le monde et chaque façon est utile. Chaque façon, elle ajoute à l'effort de compréhension globale. Elle n'affaiblit pas l'ensemble, plutôt elle le renforce. Voilà, chacun participe à sa manière, selon ses capacités, finalement à la sauvegarde et à la prospérité de toute l'espèce. Voilà un peu beaucoup de mots ou de considérations générales. Mais comment faire sans risquer de s'engager dans des éléments un peu qui sont importants, mais qui sont un peu, non pas annexes, mais qui font un peu perdre de vue le schéma global. Une question peut-être cruciale, mais elle est quand même secondaire d'un point de vue de l'ensemble. Bien sûr, il y a des gens qui souffrent, bien sûr, il se passe quelque chose de très regrettable, mais dans l'ensemble, il y a une injustice qui se commet, qui se perpétue, bien entendu. Bien entendu, il y a des choses révoltantes, etc. Mais souvent, quelque part, moi je suis la victime aujourd'hui, peut-être hier, c'est moi qui étais le bourreau. Finalement, tant qu'il existera des possibilités de s'installer dans cette position ou dans une autre, tant qu'il est possible tant qu'on a la capacité d'exercer de la violence, tant que cette violence n'a pas été, comment dire cela, non pas extraite, mais finalement, tant qu'on n'a pas, je trouve pas le terme, vraiment je perds mes mots, tant que cette violence n'a pas été... ouais, c'est pour ça que je reviens sur le génétique, la violence qui est au fond de nous-mêmes. Nous sommes vraiment faits pour la violence. Et on a une appétence pour cela. Nous sommes compétents. Nous avons une compétence innée pour tenter de faire du mal à l'autre, soit pour nous défendre, soit pour obtenir quelque chose que l'autre a, mais que nous voudrions pour nous-mêmes. Nous sommes en capacité de produire de la violence, mais quand nous ne le faisons pas, c'est parce que nous en sommes empêchés. Nous ne pouvons pas le faire parce que nous ne sommes pas forts. Mais quand nous avons la puissance, quand nous avons la force économique, sociale, physique, autre, relationnelle, nous ne nous gênons pas pour exercer de la violence. Tant que la violence n'a pas été, quelque part, cette impulsion n'a pas été vaincue, n'a pas été réduite au silence, ben, les choses resteront telles quelles. Alors finalement, un schéma d'ensemble qui, lui, évidemment, va au-delà des régionalités, va au-delà des choses compartimentées. Il y a une vérité, elle est liée à un lieu géographique, elle est liée à un mode de vie, elle est liée à une histoire, à une culture. Mais cette vérité n'est pas universelle. Cette vérité, elle n'est qu'une partie, elle n'est qu'un élément de l'universel. Et elle ne peut pas, évidemment, prétendre convenir à tout le monde. Donc, il faudrait élaborer une vérité qui puisse être réellement universelle.
non pas à prétention universelle, mais réellement et concrètement universelle, parce qu'elle prend en compte la totalité des situations, la totalité des contraintes, la totalité de tout ce qui est présent. Une vérité, évidemment, qui toucherait à notre statut, à notre raison d'être, au sens de la vie. Évidemment, il y a des gens qui ont apporté. Nous ne pouvons que les remercier d'avoir contribué à cet effort-là, cet effort de compréhension. À un moment donné, il y a une vérité qui est là et qui a des éléments respectables, des éléments peut-être même de véracité, mais elle ne peut pas un peu parler pour tout le monde. Voilà, donc elle est localisée, elle n'est pas universelle, elle est localisée. Et à ce niveau-là, je ne peux pas promouvoir le local. Non, je ne peux pas dire soyons pour des religions et pour des vérités locales. Non, là, il faut de l'universel, parce que c'est le seul moyen que nous avons pour pouvoir un peu prétendre à la survie et se dire qu'on a le droit de continuer d'exister et de pouvoir nous perpétuer le plus longtemps possible. Parce que nous sommes une espèce qui a montré qu'elle est plus que la somme de ces automatismes, de ces mécanismes un peu comment on peut appeler ça, de cette programmation génétique. Elle est plus que ce qu'on pourrait croire qu'elle est. Elle est surprenante, elle est visionnaire, elle est, j'allais dire, prophétique. Oui, pourquoi pas. Elle est désireuse d'avancer, elle est désireuse de trouver des solutions, elle est désireuse de faire le bien dans le sens global du terme. Le bien, faire le bien à tout le monde, faire le bien sans attendre évidemment de récompense ou de retour. Faire le bien parce que faire le bien c'est bien. Simplement comme cela. Le formuler de cette façon, la façon la plus simple possible. Le bien, quand on fait du bien, cela évidemment est quelque chose de très bénéfique pour nous. Nous sommes, nous félicitons quand nous faisons une bonne œuvre et nous savons faire la différence entre les bonnes œuvres et les œuvres pas bonnes. Donc nous sommes outillés pour cela. Alors nous devons faire un choix de raison, un choix de conviction et un choix même de cœur, simplement. De cœur. Je suis finalement pour le droit à la vie, le droit à la dignité, le droit au bien-être, le droit à la prospérité de tous, à partir du moment où on peut s'établir dans un certain équilibre. Il est évident que nous ne pouvons pas dire je suis content de pouvoir donner de mon sang à des poux, à des pucerons, à des puces, sauf si je suis dans un cirque et que je m'occupe d'un manège avec quelque chose qui utiliserait des puces. À ce moment-là, je nourrirai mes puces, mon outil de travail avec. Mais autrement, nous ne pouvons pas. Il y a une limite. Nous avons besoin
de la vie d'autres êtres pour pouvoir maintenir la nôtre. C'est évident, nous avons besoin de prendre de l'espace à d'autres êtres vivants de toutes sortes. Ça, c'est évident, ça, c'est inévitable. Nous faisons obligatoirement le malheur de beaucoup d'êtres, mais nous devons limiter cette atteinte. Nous devons limiter chaque fois que nous pouvons éviter de porter atteinte à la vie d'autres êtres vivants, parce que cela aurait été uniquement pour une raison non vitale, nous devrions le faire. Ce qui est vital, d'accord, mais ce qui est accessoire, superficiel et simplement de l'ordre du désir le moins légitime possible, non. Je ne tue pas pour me délasser, pour m'amuser, parce que je m'ennuie ou parce que je passerai un bon moment avec mes amis. À ce moment-là, non. Non. Par exemple, simplement, quelqu'un, un exemple simple, tout bête, quelqu'un qui aime le fromage de brebis, quelqu'un qui aime le fromage de chèvre, il sait que et même quelqu'un qui aime le lait ou le fromage de cour, il sait que il crée un problème. Simplement, pour avoir du lait, il faut mettre au monde des bébés. Bébés chèvres, des bébés moutons, des bébés, etc., etc. Finalement, un certain nombre de ces bébés ne sont pas gardés pour être élevés. Ils sont tués. Ils sont tués très jeunes parce qu'ils n'existent que indirectement pour que leur mère puisse se mettre à produire du lait. Donc leur existence est justifiée uniquement à ce niveau-là. Donc ils vivent très très peu de temps, ils meurent très jeunes, et quelqu'un qui a vu un chevreau partir à l'abattoir, et Dieu sait l'affection qu'on peut développer, la relation et la proximité qu'on peut avoir avec un bébé chèvre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce que cet être nous parle pour y nous parler. C'est extraordinaire. Alors on les voit partir à l'abattoir, on voit aussi peut-être des agnelets, et on pourrait, là aussi, les chevrons, on trouve des chevreaux coupés en deux, la moitié d'un chevreau vendu comme ça dans les supermarchés. Il y a même des endroits où on tue, par exemple les veaux, on ne les consomme même pas, on les tue et on les donne aux chiens. Simplement, ces veaux-là, c'est des veaux qui ne sont pas faits pour devenir des bêtes à viande, parce que ils n'ont pas la constitution. Donc on ne peut pas les élever parce qu'ils vont pas être assez productifs. Donc on les tue et on les donne un peu à manger aux chiens de chasse à la cour, des chiens comme ça élevés pour la chasse à cour, et donc on leur donne le corps de ces êtres tués comme ça de façon, voilà. Donc il faudrait presque renoncer au lait de chèvre, parce que cela implique le meurtre inutile de certaines personnes. Bien sûr, il y a des gens qui vivent de cette exploitation-là, mais il y a aussi des gens qui vivent en mettant à mort d'autres gens. Cela, c'est pas un travail légitime. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui vivent en portant atteinte à d'autres. Cela n'est pas légitime. Il y a plein d'exemples comme ça qu'on peut trouver, c'est pas la peine de les citer, ils sont nombreux. Et fondamentalement, voilà une question, un exemple, il y a des exemples sans fin comme cela. Nous ne devons pas partir dans l'idée que nous sommes un peu trop nombreux et qu'il faudrait réduire notre nombre par ceci, par cela. Nous sommes dans une phase où nous sommes vrais, il est vrai, nous sommes nombreux, mais il peut arriver quelque chose, il peut arriver un événement, une sorte, n'importe quelle, une pandémie mondiale,
quelque chose de totalement imprévu, mais cela est hautement plausible, quelque chose qui nous réduirait à quelques millions. Nous sommes quelques milliards, mais nous pourrions devenir à quelques millions. Simplement 100 millions, 120 millions pour toute la Terre, ce qui est vraiment très peu. Et nous sommes vraiment dans un équilibre très précaire. Alors, prendre la décision de renoncer à nous perpétuer parce que nous serions trop nombreux, fondamentalement, c'est une décision lourde de conséquences. Nous ne pouvons pas la prendre. Moi, je ne la trouve pas légitime. Nous devons vraiment, nous avons les moyens de trouver un équilibre, même dans l'état actuel de notre population, même dans la situation actuelle, nous pouvons trouver un équilibre. Certains le souhaitent, cet équilibre, ont des propositions, bien entendu, pouvant trouver, il est évident qu'il y a des possibilités de réponse qu'on peut porter ou qu'on peut apporter. Il n'y a pas une question qui ne puisse pas trouver une réponse ou une solution. Il est possible de faire travailler les gens moins longtemps et que quelque part un peu permettre un revenu réellement universel, un revenu qu'on donnerait à tous les terriens, parce que il y a des gens qui parce que nous serions à un moment-là, comment dire, les gens qui sont impliqués dans des activités qui portent atteinte de façon très importante à d'autres êtres vivants, pêcheurs par exemple, cultivateurs, enfin éleveurs, etc. Réduire un peu le nombre de gens qui travaillent là-dedans et réduire aussi notre consommation des êtres vivants, j'allais dire notre dépendance. Oui, manger moins de chair, simplement, et donc tant pis s'il y a des gens qui pourraient perdre leur emploi suite à cela, mais la société pourrait les prendre en charge quand même. Nous en avons la capacité financière et la capacité de redistribution, etc. Nous avons suffisamment de moyens pour nous permettre d'absorber ces gens qui travaillent dans ces types de production, ces types de... Voilà un peu, je commence à sortir de ce propos. Simplement, c'est pas évident. Quand on ne veut pas parler d'un problème particulier et qu'on veut rester sur une vue très globale, il est possible que malgré tout, on soit un petit peu en manque d'éléments, manque d'arguments, en manque de matière. Il est possible que la chose soit très difficile, voire carrément impossible. Comment réfléchir sur l'ensemble qu'on est soi-même un élément de cet ensemble. Il faudrait pouvoir un peu s'éloigner, devenir un observateur, mais un observateur a besoin de prendre du recul. Je suis un humain, je ne peux, objectivement parlant, raisonnablement parlant, je ne peux pas prétendre à une quelconque, je veux dire, neutralité. Je fais partie de l'ensemble, donc même si j'essaie d'en parler comme de l'extérieur, non, je suis dedans. Et vraiment, vraiment très profondément dedans. Si cet ensemble m'exclut, ça n'empêche pas que je continue d'en faire partie. Parce que je lui suis lié par énormément d'éléments. Je fais partie de la communauté, que je le veuille ou non, que la communauté le veuille ou non. Je fais partie de l'ensemble. Voici donc quelques éléments, je m'arrête là, quelques éléments très, très, très modestes. Je reste modeste dans ma prétention, je reste modeste dans ce travail. Je suis là
je ne sais pas. Il y a un moment où on a envie de parler, on a trop parlé, on a envie quand même de parler, et c'est parce qu'on s'isole qu'on trouve de la matière. Quand on parle, il y a une énergie qu'on met dans l'échange avec l'autre, et cette énergie, on ne la retrouve pas pour pouvoir parler de cette façon. Donc, quelquefois, on ne trouve plus l'énergie de reprendre certains thèmes. C'est cela. Alors, essayer de changer un peu d'angle, ça permet un peu de retrouver un peu d'énergie, mais ce n'est pas suffisant. Donc l'intérêt, par exemple, pour ce type de propos, c'est de pouvoir être repris. Pas, par moi uniquement, par exemple, mais par d'autres, par tous ceux qui sont intéressés par une sorte de réflexion. Non pas donc quelque chose qui partirait dans une sorte de procès qu'on se ferait à nous-mêmes dans cet emballement, par exemple, et dans cette focalisation sur la question énergétique et la question environnementale, nous devrions d'abord cesser de nous culpabiliser. Mais fondamentalement, d'abord, les choses que nous avons faites en tant que groupe, en tant que communauté, ben, certains peut-être ont commis des erreurs qui ont porté tort à toute la communauté, mais quelquefois c'est parce que nous avons été forcés quelque part. Il y a des choses que nous faisons un peu contraints. Ce n'est pas toujours de gaieté de cœur que nous faisons ceci ou cela. Il n'y a pas longtemps où les êtres humains n'étaient pas si généreusement pourvus en aliments. Il y avait des pénuries, il y avait des manques, il y avait donc des, comment on appelle ça, il y a un terme, il y avait des carences. Donc on a commencé à réellement pouvoir manger de la viande régulièrement qu'il y a peut-être 50 ans ou 40 ans. Pour certains pays, c'est en voie de se produire. Donc nous sommes quelque part en train de nous remplir le ventre. Il va arriver un moment où nous allons pouvoir passer à autre chose. Manger mieux et moins. Là, pour l'instant, un certain nombre de peuples sont plutôt en train de sortir un peu de la hantise, de la famine et la hantise de manquer. Donc ils sont vraiment en train de s'éloigner un peu de la précarité. Alors ils essaient un peu, mais c'est vrai que on peut considérer cela comme un peu excessif. Mais fondamentalement, il arrivera le moment où on va trouver un équilibre. On va trouver un équilibre, c'est certain. Mais de là à partir, comme dans la culpabilité, comme pour ce qui est du péché originel, nous serions finalement toujours des pécheurs, mais au lieu que ce soit dans un sens, j'allais dire, métaphorique ou allégorique, dans ce péché de péché originel, nous serions passés à un autre péché. En fait, le péché, c'est d'être nous-mêmes. Nous serions en fait une bête malfaisante. Nous ferions du mal à la terre entière. La terre entière, nous sommes un peu comme ces poissons qui vivent en suçant le sang d'autres poissons. Je ne sais plus comment on les appelle, mais nous sommes finalement des parasites. Nous serions des parasites. La Terre s'en sortirait mieux, la faune, la flore, la biodiversité s'en sortirait mieux que nous. Mais cette histoire, elle n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens. Est-ce que si je mettais une autre espèce à notre place, est-ce qu'elle va d'abord penser ça? C'est impossible. Chaque espèce, d'abord, défend sa propre espèce. D'abord, nous devons défendre notre propre espèce. Et cesser de nous considérer comme des sortes de criminels. Alors, criminels
contre l'environnement, criminels contre ceci, contre cela, contre Dieu, contre la terre, contre l'avenir. Cessez cela et vraiment cessez ce procès. Il y a bien entendu des choses qu'il faut savoir contrôler, notamment par exemple les énergies fossiles et tout ça. Tout le monde est d'accord avec cela. Il n'y a pas de problème. Moins, moins consommer. D'ailleurs, les énergies fossiles, c'est peut-être quelque chose d'extraordinaire, de rare, quelque chose de précieux, qu'il faut savoir un peu gérer comme d'une sorte comme ça doit être géré, quelque chose qu'il faut savoir faire durer le plus longtemps possible. Il est possible de trouver, il est possible d'élaborer des modèles de concentration urbaine ou humaine différents qui permettent de moins avoir recours aux énergies fossiles, etc., dans les déplacements, etc. Il est possible de trouver des solutions. Nous ne manquons pas de génie, j'allais dire, de capacité intellectuelle et mentale pour cela. Après, les gens qui trouvent un intérêt dans une sorte de vision apocalyptique, ou dans une sorte de vue un peu minorisante, ou même qui voudrait sortir l'homme de l'histoire, qui voudrait lui faire quitter l'histoire de la terre, le faire un peu exiler ailleurs, le renvoyer quelque part, qui voudrait non pas réduire seulement la population humaine, mais effacer la population humaine entièrement. C'est comme ça. Nous ne devons pas nous sentir responsables ou coupables en quoi que ce soit, mais simplement, nous sommes d'abord, nous sommes ceux que nous sommes. Il est possible que nous soyons plus que ce que nous sommes. Il est possible que là, quelque part, que nous ayons un rôle à remplir. Je n'en sais rien. Quelque part, une fonction. À nous de savoir si si elle existe ou pas. Plus dans la collaboration et d'abord dans la bonne, comment dire, dans la bienveillance et dans l'ouverture à l'autre. Pas de condamnation, pas de préalable, pas de préalable à l'échange, pas de préalable à la discussion. Discutons entre nous dans un esprit d'égalité, un esprit de respect et un esprit de considération. Chacun, finalement, possède une parcelle de la vérité globale et chacun a le droit d'amener cette parcelle et de la mettre un peu et de l'exposer devant les autres. Chacun a son rôle à jouer. Il est vrai que quelque part, certains d'entre nous, finalement, sont moins doués que d'autres pour exprimer ce qu'ils ressentent. Certains sont beaucoup moins sensibles à certaines questions. J'allais dire, certains sont plus doués pour pressentir les choses. Certains sont plus doués pour produire des synthèses, pour des propositions. C'est vrai. Mais voilà, donc, chacun, comme il est, sans qu'il y ait d'hierarchisation ou de préséance, nous sommes tous égaux. Nous partageons le même destin, les mêmes contraintes, finalement le même corps. Voilà un peu des choses comme ça. Bon, j'ai poussé un peu pour finir sur ces propos-là. C'est encore toujours moi qui parle, mais je ne sais pas ce que réellement j'ai dit. C'est pas si évident que cela. Je sais pas. Un peu l'idée de pouvoir se mettre à la place de l'autre.
à la place de l'autre, comment réagirait l'autre. Il y a là le côté altruiste. Le côté altruiste. D'abord, laisser l'autre s'exprimer, laisser l'autre parler, laisser l'autre avancer ses idées avant d'avancer les siennes, toujours laisser à l'autre la possibilité de, 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 de pouvoir un peu se retrouver, ne pas condamner, ne pas exclure, ne pas dévaloriser, etc., etc. Un peu des choses qu'on peut trouver peut-être dans les systèmes religieux antiques. C'est possible qu'on trouve cela. Ça fait partie, évidemment, d'un certain nombre de choses qui ont été valorisées par-ci, par-là. C'est notre patrimoine. Voilà. Le legs qu'on a reçu, nous avons reçu un ensemble d'éléments. À nous d'en faire quelque chose. Certains éléments nous proposent des pistes, nous proposent des sorties, nous proposent des solutions. Et quand on nous dit d'abord pense à celui qui est moins bien loti que toi, d'abord pense à celui qui est moins que toi, c'est intéressant. Se mettre à la place de l'autre, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de périmé, c'est pas quelque chose qui n'est pas actuel. Pensez à l'autre actuel, pensez à l'autre à venir. Évidemment, les gens qui pensent au sort ou au futur de la terre, évidemment, font cela. Pensez, car nous sommes les propriétaires du monde d'aujourd'hui. Demain, d'autres vont prendre le relais. Il faudrait qu'on leur laisse, évidemment qu'on leur ait laissé, qu'on leur laisse quelque chose quelque chose dont qu'ils puissent utiliser. Non pas un monde détruit, c'est évident. Mais voilà donc le lien que nous devons créer avec nous-mêmes pour nous lancer dans une sorte de dynamique d'ensemble, et puis le lien que nous devrions créer évidemment avec les autres êtres vivants. N'oublions pas, là encore, il a failli y avoir une pandémie mondiale, une grippe aviaire qui aurait pu mettre à mal des milliards de gens. Nous sommes jamais assurés de rien. À un moment donné, il aurait peut-être été hautement recommandé de mettre à mort tous les oiseaux, parce que tous les oiseaux, ces oiseaux magnifiques, quelquefois jolis et tout ça, qui font le tour de la terre, ben, ces oiseaux portent en eux, sur eux, et quelque part, des menaces qui pourraient nous faire très mal. Et voilà, quelque part, alors évidemment, je me réjouis pour les oiseaux libres, je me réjouis pour eux, et je me réjouis évidemment pour le reste de l'humanité qui n'a pas souffert dans l'ensemble de ces épidémies aviaires, de ces qui auraient pu devenir des pandémies, etc., que ça a été un peu contenu, et c'est très bien. Je trouve que les oiseaux ne sont pas responsables des menaces qu'ils portent sur eux. Et voilà, quelque part, le monde est complexe, le monde est difficile à saisir, difficile à maîtriser. Nous sommes évidemment qu'un élément, et donc nous serions toujours incapables de maîtriser l'ensemble. Nous sommes dans une sorte, à un moment donné, des gens qui ont parlé de l'ère du gaspillage, nous sommes dans une ère particulière où finalement nous arrivons quelque part à permettre au maximum de gens de pouvoir vivre et quelquefois survivre. Je fais juste une petite, et je termine. Il y a des pays, cette année, qui n'ont pas produit suffisamment de céréales, suffisamment de blé pour pouvoir répondre à leurs besoins. Donc, ils vont acheter sur le marché mondial. Heureusement qu'il y a des gens qui produisent du blé, qu'il y a des régions qui sont propices à cette culture-là, et que quelque part, à travers l'échange, les réseaux d'échange,
quelque part, les pays qui sont déficitaires trouvent des marchés ou des fournisseurs pour répondre à leurs besoins vitaux. On parle là d'une matière vitale. Donc quelque part, on est content qu'il y ait cela. Alors évidemment, après, on peut toujours poser des tas d'autres des questions, mais pour l'instant, chaque année, la question se pose. Il y a des pays qui sont chroniquement déficitaires, et donc chaque année, ils essaient de déterminer de combien ils ont besoin. Alors c'est aux millions aux millions de quintaux. Donc c'est finalement avec les moyens de transport qu'on a, on arrive à fournir les pays déficitaires, on arrive à créer ce mouvement d'échange et tout le monde un peu y trouve son compte, les pays producteurs et les pays consommateurs, mais c'est quelque chose qui peut évidemment se rompre parce que, je ne sais pas, à un moment donné, il y a eu une sécheresse en Russie qui a fait que la production de blé a baissé. Mais bon, évidemment, il y a d'autres régions qui sont plus productrices, l'Ukraine, l'Argentine, l'Australie, tas de pays qui produisent, et aussi les USA, qui produisent pour le reste du monde, l'Europe aussi, la France. Cette année, la récolte a été bonne et de qualité. Donc c'est vraiment des choses, des éléments. Nous sommes dans une situation un peu d'équilibre, avec énormément de choses, énormément de nuances qu'on peut apporter, mais dans l'ensemble, c'est un équilibre, et cet équilibre, par définition, il est provisoire, il est précaire. À nous de quelque part, de faire en sorte que cela ne bascule pas très rapidement dans le déséquilibre et que cela puisse durer et qu'on puisse améliorer les choses, peut-être par, je ne sais pas, je n'en sais rien, mais on doit trouver les moyens d'améliorer les choses pour rendre un peu, je ne sais pas, en tout cas avec il y a énormément de choses très complexes et très difficiles à mettre en œuvre, et chaque petit producteur, aussi insignifiant qu'il puisse se considérer, petit producteur a son rôle à jouer, et finalement il n'y a pas d'acteur mineur dans cette situation, tout le monde est majeur, tout le monde est important, tout le monde est déterminant, et on a besoin de tout le monde, voilà.